Bonjour à tous. Je vous remercie d'être présents aujourd'hui pour la présentation de notre webinaire consacré à notre FPCI Mour-Emploi. Alors aujourd'hui, je m'appelle Anis Valette, je suis responsable du développement au niveau de M Capital et je vais être accompagnée de Sonda Esmaoui, notre directrice d'investissement, et on va effectivement toutes les deux vous présenter notre FPCI Mour-Emploi éligible à l'article 150-0 BPR. Alors, pour vous rappeler, pour ceux qui sont habitués et pour les autres, vous avez la possibilité de nous poser des questions en direct via l'espace Q&R. On répondra effectivement à toutes vos questions à la fin de notre présentation et vous pouvez également nous demander par mail le replay du webinaire pour ceux qui le souhaitent et le support de présentation qu'on vous diffuse effectivement aujourd'hui. Alors, aujourd'hui, on va d'abord vous présenter notre société, notre pôle immobilier, la partie M Capital Real Estate du groupe M Capital. On va ensuite vous parler du marché de l'immobilier résidentiel en France. Et ensuite, on aura une partie, effectivement, pour vous parler de notre FPCI Mour-Emploi avec les éléments clés, le positionnement sur le cycle de vie d'une opération, la gestion des risques, les caractéristiques et le portefeuille aujourd'hui que compose le fonds. Et on vous montrera effectivement quelques exemples de sorties que l'on a à ce jour. Alors, au niveau de M Capital Real Estate, alors pour certains, vous nous connaissez, mais aujourd'hui, M Capital Real Estate fait partie du groupe M Capital. M Capital est une société de gestion basée à Toulouse, créée en 2002, historiquement. On gère un peu plus de 500 millions d'euros d'encours sous gestion. Et on a un pôle immobilier où on est spécialisé dans l'immobilier résidentiel. Donc ça, c'est vraiment notre cœur de métier, c'est d'être vraiment sur de l'immobilier résidentiel et de ne pas être positionné sur du bureau ou du commerce, au contrario. Et notre activité immobilière est organisée autour de 4 métiers. On a un premier pôle d'asset management où on va concevoir et gérer des fonds dédiés au financement d'opérations immobilières, puisqu'aujourd'hui, notre métier, ça va être de financer des opérations de promotion immobilière et de marchand de biens. Effectivement, on fait ce métier depuis maintenant fin 2016 et donc on a créé un pôle où on gère à ce jour 2 fonds, dont notre FPCI Mour-Emploi que nous allons évoquer aujourd'hui. On a ensuite un pôle, alors Club Deal, on a effectivement créé une plateforme digitale Builder où on organise des club deals immobiliers en direct et où les clients peuvent directement investir deal by deal sur les opérations. Ensuite, on a un pôle maîtrise d'ouvrage via notre filiale M Promotion Partner où on réalise et on co-réalise des opérations immobilières de marchand de biens ou de promotion donc au sein du groupe M Capital. Et enfin, on a un pôle commercialisation au travers d'une de nos filiales où on vend de l'immobilier en direct adossé à des dispositifs fiscaux, mais également sur de l'accession. Donc, on intervient vraiment sur l'ensemble de la chaîne de valeur d'une opération immobilière, de la partie financement à la partie maîtrise d'ouvrage jusqu'à la commercialisation. Voilà, pour vous expliquer un petit peu notre pôle immobilier, l'organisation de notre pôle immobilier. Donc, comme je vous l'indiquais, on est effectivement une société de gestion et on gère aujourd'hui un peu plus de 23 000 investisseurs privés et publics. Au niveau de notre équipe, on est composé au niveau du groupe d'une 50aine de collaborateurs, dont une vingtaine sur le pôle immobilier, dirigée donc par Karine Allais, notre directrice générale associée. Et on est ensuite organisé avec différents pôles, notamment un pôle maîtrise d'ouvrage dirigé donc par Stéphane Pierrat, notre directeur général adjoint, qui est l'ancien directeur national technique de chez Alteris Promotion. Ce qu'il vous faut effectivement comprendre, c'est que l'équipe immobilière est composée de personnes venant de l'immobilier et notamment Sonda Esmaoui, que nous avons la chance d'avoir aujourd'hui, notre directrice d'investissement sur le pôle financement, est vient du monde de l'immobilier puisque est passée chez Bouygues Construction et donc c'est un réel intérêt et un réel atout pour nous puisqu'effectivement lorsque l'on a nos projets, lorsqu'on fait nos audits et notamment nos audits techniques, vous l'avez compris, c'est un vrai atout et c'est vrai que j'insiste vraiment sur l'expertise métier de notre immobilière, de notre équipe. Alors, au niveau du coup depuis fin 2016, on a effectivement financé 67 opérations, ce
qui représente un rendement annuel moyen cible de 11%. On a investi un peu plus de 52 millions d'euros. Et on a remboursé à ce jour 10 opérations avec succès. Alors avec succès, c'est-à-dire qu'on a investi sur des opérations qui ont été remboursées dans le délai qui avait été initialement prévu et sur le rendement qui avait été initialement prédéterminé à l'origine avec l'opérateur. Donc ça, c'est un point important, mais on y reviendra. Et à ce jour, on a effectivement 0 défaut sur les opérations qui ont été financées et remboursées. Alors, au niveau de notre secteur géographique, on va financer des opérations donc, de promotion immobilière et de marchand de biens situées sur tout le territoire national. Donc ça, c'est un vrai atout dans le sens où, effectivement, on est situé sur tout le territoire national. On a démarré, évidemment, à l'origine avec des promoteurs toulousains ou de la région toulousaine par notre réseau. Mais aujourd'hui, on s'étend vraiment sur tout le territoire national et c'est une réelle importance, en tout cas, en termes de diversification au niveau de notre fonds. C'est un réel atout puisqu'effectivement, on est situé sur tout le territoire. Et on va financer des promoteurs de taille intermédiaire avec des productions annuelles qui vont aller entre 250 à 2500 logements annuels. Et vous avez un échantillon, échantillon avec qui pour lesquels on a financé certains projets. Donc, vous reconnaîtrez le groupe Carrère, le promoteur Edelis, également Investia Promotion. Voilà. Donc, on ne va effectivement pas financer des gros promoteurs comme Bouygues ou Vinci. On va vraiment être sur des promoteurs de taille intermédiaire que l'on va accompagner. C'est vraiment dans ce souci d'accompagnement des opérateurs. Alors, je laisse la main à Sondès sur l'opportunité de marché et je reprendrai effectivement la main un petit peu plus tard pour vous présenter notre FPCI. Merci Anne-Lise. Bonjour à tous. Donc, comme l'a indiqué Anne-Lise, nous focalisons nos investissements sur le marché résidentiel, le marché immobilier résidentiel en France, principalement dans les grandes villes françaises, puisque nous avons la conviction que ce marché est porté par des tendances à la fois structurelles et conjoncturelles qui sont positives et qui vont permettre d'une part sa résilience dans des contextes de crise et puis également un potentiel de valorisation de ce secteur qui est toujours présent. Alors, on va d'abord faire le point sur les éléments structurels, macroéconomiques. Alors, l'immobilier résidentiel en France aujourd'hui est porté notamment par l'insuffisance de la production de logements en France. Ça, c'est un fait. Les chiffres sont assez révélateurs là-dessus. En France, on estime le besoin de production de logements annuels à 500 000 logements au moins par an. Or, là, on a enchaîné un contexte d'élections municipales et ensuite de contexte sanitaire qui a retardé notamment les autorisations administratives et les chantiers, ce qui fait qu'en 2020, par exemple, la production de logements était à un niveau de 380 000 logements. Donc, on est très loin de l'objectif des 500 000. Donc, il y a toujours des besoins en termes de création de logements auxquels il va falloir répondre. Ensuite, nous avons des nouveaux usages, puisqu'aujourd'hui, évidemment, on n'habite plus le logement comme c'était le cas il y a quelques décennies déjà. La courbe démographique évolue, cela génère des besoins de résidences gérées, par exemple, type résidence senior. Après, on a des tendances qui sont de plus en plus présentes vers plus d'habitat partagé, par exemple. Et donc là, on voit des typologies d'actifs comme le co-living. Donc, il y a ces nouveaux usages qui nécessitent de repenser la conception des logements et donc de réhabiliter l'existant et d'en créer des nouveaux. Ensuite, donc ça, c'est un point plutôt macroéconomique. On a des taux d'intérêt qui sont bas et qui ont plutôt tendance à se maintenir à des niveaux bas, notamment dans un contexte de relance pour favoriser la relance de l'économie. Et enfin, on a l'appétence des investisseurs pour cette classe d'actifs, l'immobilier résidentiel, qui est toujours présente et qui s'est aussi confirmé dans le contexte donc de crise économique liée au Covid, où on a vu qu'effectivement la pierre, encore une fois, a été une valeur refuge et le niveau d'investissement dans l'immobilier s'est maintenu à un bon niveau. Alors, donc face à ces tendances, l'immobilier doit donc répondre à des enjeux qui sont évidemment très importants pour
l'urbanisme d'une façon générale. Donc, il s'agit d'abord de densifier les villes en les verticalisant. Donc là, c'est ce qu'on appelle construire la ville sur la ville. Aujourd'hui, évidemment, l'idée n'est pas de poursuivre l'étalement urbain qui a été un peu la tendance pendant quelques décennies, mais d'essayer dans la mesure du possible de réhabiliter des actifs existants et puis évidemment, quand les besoins le nécessitent, construire également en périphérie. Mais en tout cas, il y a cet objectif-là aujourd'hui d'essayer de densifier les villes, notamment pour bénéficier, par exemple, des réseaux de transport déjà existants. Et donc là, on voit évidemment l'intérêt écologique évident. Ensuite, donc, il y a évidemment l'enjeu de renouveler les biens obsolètes. Bien entendu, il y en a partout dans les villes françaises. Et l'idée, c'est de donner une deuxième vie, entre guillemets, à ces actifs-là, via notamment une rénovation thermique et énergétique. Donc là encore, on retrouve donc un intérêt écologique et puis également pour maintenir des centres-villes qui ont donc un certain dynamisme, une certaine vitalité. Et donc pour ça, il faut bien entendu travailler sur la rénovation des actifs existants. Enfin, donc évidemment, ça, on le retrouve dans l'ensemble des enjeux désormais, c'est de répondre aux contraintes et plutôt aux ambitions peut-être environnementales. L'ARE 2020 est enfin arrivée. Elle est là, elle présente des défis importants pour les acteurs du secteur. Et donc ça va passer évidemment par à la fois une modification de la conception des logements neufs et de réhabiliter les existants. Et puis il y a également des enjeux sociétaux, donc on en a un petit peu parlé déjà, c'est la mixité générationnelle, l'habitat partagé et également les prix maîtrisés, c'est-à-dire l'accès au logement, qui est bien entendu une problématique sociétale très importante à laquelle il faut répondre. Donc ça, c'est pour donc les tendances structurelles. Pour ce qui est de la conjoncture, donc évidemment, on est passé par un contexte de crise économique lié à une crise sanitaire. Ce qu'on a pu constater, c'est que l'immobilier, notamment résidentiel, par sa résilience, a bien traversé cette phase de crise. Alors, il y a eu des retards, mais le secteur se maintient globalement. Ce qu'on constate, c'est qu'aujourd'hui, on est plutôt dans une dynamique de relance et donc on a des effets de rattrapage, en fait, de programmes immobiliers qui ont été retardés en termes d'autorisation administrative, de commercialisation ou de mise en chantier et qui maintenant redémarrent. Donc, on a une activité importante au niveau des opérateurs immobiliers et on reste bien entendu à un niveau insuffisant par rapport au potentiel et à la demande du secteur. Ensuite, donc, il y a un deuxième aspect qui est donc le maintien des prix des logements neufs. Ça, on l'a constaté notamment alors un peu partout et notamment dans les zones tendues, donc les grandes métropoles, les grandes villes, où en fait, face à ce manque, à ce niveau d'offre qui a donc été qui a diminué du fait des différents retards, et un niveau de demande qui en revanche est resté stable, puisque bien entendu il y a toujours ce besoin de logement et donc on s'est retrouvé avec des prix qui se sont au moins maintenus, voire augmentés dans les zones particulièrement tendues. Et enfin, donc évidemment, il y a des mesures gouvernementales qui accompagnent l'ensemble, et donc certaines qui existent déjà, d'autres qui sont en train de se mettre en place ou d'évoluer pour accompagner donc l'activité des opérateurs et répondre aux besoins du secteur. Donc là, bien entendu, il y a le Pinel, ce Pinel qui va probablement avoir une dimension écologique désormais pour répondre à la réglementation environnementale 2020 qui est plus exigeante. Et on a aussi donc les services instructeurs qui ont entre guillemets joué le jeu et permis l'accélération de l'instruction des autorisations administratives via la dématérialisation. Donc voilà, il y a tout un dispositif qui permet au secteur de bien assurer cette relance post-Covid. Donc, tout ça fait qu'on a donc un secteur qui est particulièrement dynamique et donc par conséquent qui va avoir des besoins en termes de financement très importants.
Donc, on a parlé du décalage des opérations qui fait que, en fait, les opérateurs économiques immobiliers se retrouvent avec les opérations de 2020 qui se sont décalées sur 2021, plus celles, et donc là-dessus, il y a un grand volume aussi, qui ont été développées en 2021. Et donc, il y a ce cumul qui fait qu'il y a plusieurs opérations à lancer, des besoins de fonds propres qui donc souvent dépassent les capacités des opérateurs et nécessitent d'avoir recours à des solutions de financement externe des fonds propres. Ensuite, il y a le rôle des banques qui est important évidemment. Donc, en fait, les banques aujourd'hui, c'est assez classique. Dans un contexte de crise, elles vont avoir plutôt tendance à revoir leurs critères pour être sur des critères plus exigeants. Et donc, on l'a effectivement constaté, les banques demandent de plus en plus, des niveaux de fonds propres de plus en plus importants sur les opérations immobilières et demandent également qu'il y ait des seuils qu'il y ait donc des niveaux de pré-commercialisation plus importants. Ce qui fait que les opérateurs donc, doivent avancer plus sur la commercialisation qui consomme du temps et également des fonds propres avancés par l'opérateur. Et en plus, donc, ils doivent fournir des fonds propres plus importants demandés par la banque. Et donc, d'où ce besoin notamment de financement externe. Et donc, il y a également la thématique de la rénovation qui va dans ce sens-là, puisque sur les opérations de rénovation, souvent la commercialisation se fait à un stade plus tardif. Et donc, ça génère un besoin de financement plus important au niveau de l'opération. Et par ailleurs, les banques, sur cette typologie d'opérations, demandent également des pourcentages de fonds propres plus importants. Ce qui fait que sur ces opérations donc de rénovation, qui sont, on l'a déjà évoqué, très importantes, notamment pour des thématiques, pour des enjeux environnementaux, elles nécessitent plus de fonds propres. Donc, ça va dans le sens de l'augmentation des besoins des opérateurs d'une façon générale. Donc, dans ce cadre-là, nous, donc, face à ces tendances, quelle est notre approche d'investissement? Donc, nous, comme je le disais, on se concentre vraiment sur l'immobilier résidentiel pour les différentes raisons évoquées. Et donc, on adresse ce secteur de 3 façons différentes. Donc, les opportunités de marché, il y a dans les grandes lignes 3 possibilités d'intervention. Donc, on peut intervenir sur des opérations de rénovation. Là, ça consiste à l'acquisition en bloc d'un immeuble typiquement qui nécessite une réhabilitation avec un fort potentiel. Donc, le potentiel, il va venir de la localisation qualitative, également donc, de la création de valeur par la réalisation des travaux. Et parfois, on peut avoir la possibilité de rehaussement ou autre, ou d'extension qui permet, là encore, de maximiser, d'optimiser la valeur créée sur l'opération. Ça, c'est une première possibilité. Il y a une deuxième possibilité, c'est la transformation d'immeubles. Donc là, c'est le changement de destination. Un cas assez parlant, c'est de transformer un immeuble de bureau en logement. Là, ça va dans le sens des tendances actuelles, hein, puisque avec le changement des habitudes de travail dans le cadre de l'adaptation au contexte sanitaire, le télétravail s'est beaucoup développé et donc aujourd'hui les entreprises, certaines, pas toutes, mais en tout cas certaines ont besoin de moins de surface de bureau, ce qui fait qu'on peut saisir cette opportunité pour les transformer en logement et répondre à cette demande de logement qui est forte et qui pour l'instant n'est pas totalement satisfaite comblée en tout cas par le niveau de production de logement. Donc, ces 2 typologies-là, rénovation, transformation, là, on est sur le marchand de biens, hein, on est sur des opérations globalement de réhabilitation et de rénovation. Et ensuite, donc ça, c'est une grande typologie. Et l'autre typologie d'opération sur laquelle on intervient, c'est la promotion immobilière. Donc là, c'est le logement neuf, la construction de logements neufs. Et là, on se positionne donc en général donc soit en cœur de ville, quand le foncier, quand les opérateurs arrivent à trouver le foncier permettant de faire des opérations neuves en cœur de ville, ou autrement c'est en périphérie des métropoles. Et donc là, on est sur donc, des opérations de promotion immobilière plus classiques. Voilà, donc ensuite, pour ces typologies d'opérations, alors nous, comment on intervient? Donc en fait, nous en général, alors si
déjà, on déroule le processus classique d'une opération de promotion immobilière ou de marchand de biens. Donc, en général, sur la promotion immobilière, il y a deux sources de trésorerie. Les appels de fonds qui sont réalisés au fur et à mesure de l'avancement de l'opération. Donc, ça, c'est permis par la précommercialisation et la commercialisation ensuite donc pendant la phase de réalisation de l'opération. Et ensuite, il y a la ligne de crédit bancaire qui en général est entre 30 et 40% du chiffre d'affaires TTC et qui permet donc à l'opérateur de tirer en fonction de ses besoins sur cette ligne de crédit. Donc, la banque, lors de la mise en place du crédit bancaire, va demander à ce que l'opérateur apporte des fonds propres pour donc sécuriser l'opération et permettre aussi de contribuer à son financement. Donc, ces fonds propres, en fait, en général, ils sont bloqués jusqu'à la livraison de l'immeuble. Dans certains cas, ils peuvent être débloqués avant par la banque, mais classiquement, on va dire que c'est jusqu'à la livraison de l'immeuble. Donc, on est sur un cycle de 18 à 24 mois. Et donc, en fait, pour revenir simplement nous sur le moment dans lequel on intervient par rapport à ce cycle de développement d'opération, donc en fait, un opérateur, un promoteur immobilier, pour mener son opération, il va d'abord identifier un foncier, il va réaliser une étude de faisabilité qui va aboutir à l'élaboration d'un permis de construire, qui est déposé, obtenu et purgé. Et ensuite, à la purge du permis, il va lancer la précommercialisation dans l'objectif d'atteindre, donc en général, autour de 40-50% de précommercialisation. Nous, on intervient au moment où le permis a été purgé et la précommercialisation a été atteinte au moment de l'achat du terrain. Donc voilà, c'est ce qui est indiqué dans le graphique que vous avez sous les yeux. Et donc, on intervient en même temps que la mise en place du crédit bancaire accordé par la banque dans le cadre du financement de l'opération. Et donc, c'est un stade et après donc, démarre la phase de construction pendant laquelle donc, les fonds propres sont maintenus dans l'opération. Et ça nous permet d'avoir une bonne maîtrise de nos conditions d'investissement. Donc, c'est ce qu'on voit effectivement au travers de cette slide, puisqu'en fait, à ce moment où on intervient pour l'achat du terrain, on a purgé un certain nombre de risques qui sont quand même les principaux risques d'une opération immobilière, à savoir sur l'aspect administratif, on a écarté le risque puisque le permis est purgé de tout recours au moment où on intervient. Pour l'aspect commercial, donc on intervient sous condition de pré-commercialisation, donc en général autour de 40-50%, ce qui permet quand même d'avoir bien maîtrisé le risque commercial. Ensuite, sur les aspects techniques, là encore, c'est maîtrisé puisqu'en général, quand on intervient, alors soit le pré-bouclage d'appel d'offres a déjà été réalisé, donc à ce moment-là, le coût de travaux est sécurisé, ou alors, quand certains opérateurs dans leur organisation prévoient de le faire après l'acquisition, à ce moment-là, nous, on demande une étude d'un économiste tiers qui va venir confirmer le coût technique qui est prévu dans le bilan. Voilà. Et donc, enfin, sur l'aspect financier, nous, en fait, dans le cadre de nos investissements, on se sécurise principalement de deux manières. Donc, d'abord, on est prioritaire dans l'ensemble de nos montages sur la marge de l'opération et ensuite, on prend une garantie à première demande qui est accordée par l'opérateur et qui permet, si jamais des aléas venaient impacter la marge de l'opération, là, c'est la garantie de l'opérateur qui prend le relais pour sécuriser le remboursement de l'investissement et le paiement des intérêts. Donc, voilà, je te laisse la main, Anne-Lise. Merci, Sondel. Effectivement, c'était important avant de vous parler du produit, justement, de notre fonds, de vous expliquer un petit peu nos conditions d'investissement, notre stade d'intervention. Effectivement, sur les opérations, on a un stade d'intervention avancé, où effectivement, et ça c'est un point important, on intervient vraiment quand le risque administratif est écarté. Dans la majeure partie du temps, on a le permis de construire qui est effectivement obtenu et purgé de tout recours. Donc ça, effectivement, pour vous, les investisseurs, le risque administratif est écarté. Le risque commercial, comme elle a expliqué, Sondel,
est limité, puisqu'effectivement, on apporte et on achète le terrain, en tout cas, on apporte les fonds propres au moment de l'achat du terrain. Donc, on a un taux de pré-commercialisation de 40 à 50% de la résidence et on a effectivement en moyenne 2 ans, entre 18 à 24 mois, pour commercialiser la totalité de la résidence. Donc, effectivement, on considère que le risque commercial est maîtrisé, le risque limité, le risque technique est maîtrisé, comme vous l'a expliqué Sondes, et on a en plus, et c'est un point important, on finance des projets. Et c'est ce qui est important, c'est qu'effectivement, on finance un projet, on ne finance pas un opérateur, on se limite à faire effectivement du financement corporate. Et on a mis en place effectivement 2 mécanismes pour structurer l'opération avec une priorité sur la marge pour les investisseurs, où effectivement les premiers milliers d'euros au niveau de la marge vont à nos investisseurs. Et ça me paraît être un point important pour vous expliquer effectivement qu'on sécurise l'opération, où effectivement, si on prend un exemple d'une marge à 1 million d'euros, on sait que le coût en moyenne pour un opérateur de faire appel à nous, au financement externe, c'est à peu près 25% de sa marge. Donc, on sait que sur une marge à 1 million, les 250 000 euros premiers au niveau de la marge vont aller finalement aux investisseurs. Et ça paraît être un point important. Et c'est vrai que les analyses que l'on fait et ce que l'on regarde, c'est aussi quelle va être la proportion des intérêts à servir à nos investisseurs par rapport au projet, par rapport à la marge. Et ça, c'est effectivement un indicateur important. Et comme tu l'as expliqué, comme l'a expliqué Sondes, c'est de dire, voilà, si jamais la marge n'était pas suffisante et qu'on n'arrivait pas justement à sortir une marge suffisante, on a mis en place un second mécanisme et au travers de cette GAPD, de cette garantie autonome à première demande, ça nous permettrait d'aller chercher et contraindre le promoteur finalement au paiement des intérêts qu'on ne pourrait pas avoir puisque la marge ne serait pas suffisante. Et ça me paraît être un point important puisqu'effectivement, on sécurise l'opération. Ce n'est pas garanti puisqu'il y a quand même un risque, et je préfère quand même le dire, un risque théorique. C'est si on va contraindre le promoteur, mais que le promoteur fait faillite, c'est là où on trouve notre risque technique de dire le projet et le promoteur font défaut de façon simultanée. J'ai envie de dire, c'est là où on a notre risque. Pour autant, le promoteur pourrait faire faillite, on terminerait le projet, on sortirait la marge à nos investisseurs. Inversement, si le projet fait défaut, on va chercher le promoteur et on le contraint en paiement des intérêts. Voilà, ça me paraissait juste important de vous expliquer, de passer un peu plus de temps et de remettre une couche là-dessus, de vous expliquer nos conditions d'investissement et le montage qu'on met justement au niveau de chacune des opérations. Et donc, effectivement, on finance des projets. Et donc, on a créé, pour vous parler maintenant donc, de notre fonds, de notre FPCI IMO-Remploi, que l'on a créé en début d'année, au mois de février. Donc, le fonds est éligible à l'article 150.0 BTR. Donc, le fonds, lui, va investir finalement et va investir sur des opérations de promotion immobilière et de marchand de biens que l'on vient de vous présenter avec les conditions que l'on vient de présenter, les conditions d'investissement présentées. L'idée du fonds, c'est de détenir un portefeuille diversifié, d'accord, d'opérations. On est sur un objectif de rendement cible de 7% par an net de frais pour l'investisseur. Et nous sommes sur une durée de 6 ans, prorogeable 1 an, ce qui nous permet de réaliser 3 cycles successifs. Comme vous l'expliquez Sondes, on est sur des cycles en moyenne de 18 à 24 mois. Donc, l'idée d'être sur une durée finalement de 6 ans, ça nous permet de faire 3 cycles successifs. Le fonds va investir sur des projets. Au bout de 24 mois, lorsque les projets sont terminés et remboursés, le fonds réinvestit sur de nouveaux projets. Donc, ça, on le fait, on a un cycle, donc on a 3 cycles donc, au niveau du fonds. Et effectivement, le fonds est éligible à l'article 150.0 BTR. Et là, on est accompagné donc évidemment par un cabinet d'avocats où je pourrais effectivement vous transmettre les notes fiscales d'éligibilité par rapport à notre fonds. Au niveau du FPCI IMO-Remploi, donc on a effectivement au niveau du fonds au moins 75% d'actions du fait de l'éligibilité pour que le fonds effectivement soit éligible. On a un ticket minimum qui est de 100 000 euros. Nous sommes sur un nombre d'opérations de 5 à 10 opérations par cycle. Donc, au niveau du fonds, on pense avoir un nombre d'opérations entre 15 à 30 opérations. Donc, on sera plutôt diversifié au niveau du fonds. Diversifié tant au niveau des opérations que des opérateurs et, comme vous l'avez vu, également d'un secteur au niveau d'un point de vue géographique. Alors, la fin de la commercialisation, c'est une coquille, elle n'est pas au 31 juillet, mais elle est au 31 octobre. On l'a décalée jusqu'au 31 octobre, donc on a une fin de commercialisation prévue au 31 octobre. On a donc, en ce qui vous concerne, donc la rémunération pour les CGP, elle est donc de 5% de droit d'entrée. Vous avez la possibilité de mettre jusqu'à 5% de droit d'entrée. Donc là, c'est à votre main qu'on vous rétrocède en totalité. Et ensuite, vous êtes rémunéré sur un cours 1% par an.
au niveau donc, de l'encours avec 3% de frais de gestion pour votre client. Alors, au niveau de l'objectif de rendement net de frais, donc on est sur un objectif de rendement de 7% par an. Sans distribution annuelle, on est sur un versement in fine, au terme du fonds. Lorsqu'on a fait tourner le modèle, on a pris en compte des droits d'entrée maximum de 5%, des frais de gestion de 3%, et on a pris également en considération que l'on allait mettre 12 mois pour pouvoir investir au niveau du fonds, puisque ce qui coûte au niveau aujourd'hui du fonds, c'est le fait de ne pas investir tout de suite. Et donc, c'est l'inertie que l'on pourra avoir au niveau du fonds. Donc, on a été plutôt plus prudent quand effectivement on a mis cet objectif de rendement de 7. On a une enveloppe maximale de 15 millions au niveau du FPCI IMO Emploi et évidemment la fiscalité donc éligible à l'article 150.0 BTR. Les personnes morales au niveau donc, de la fiscalité, on est sur une fiscalité donc, à l'IS. Et vous avez la possibilité, via notre espace extranet, notre système capital, de faire les souscriptions de façon dématérialisée avec la mise en place donc, d'un prélèvement ou d'un virement. Donc, on a une signature électronique mise en place via notre site. Alors, je continue. On a à ce jour déjà investi puisque l'idée, c'est effectivement, dès qu'on reçoit donc, des souscriptions, c'est d'investir immédiatement, justement, pour aller chercher le maximum donc, de rendement et en tout cas éviter l'inertie. Donc ça, c'est notre vrai objectif. Et effectivement, nos équipes sont aussi là pour aller chercher, entre guillemets, du feu pour que l'on soit toujours à pouvoir investir. En fait, dès qu'on reçoit, on essaie d'investir. Donc là, aujourd'hui, on a investi sur plusieurs opérations. Alors, on a investi sur une première opération située donc à Cannes. Donc, c'est un projet avec l'opérateur, pour le coup, en co-marchand avec l'opérateur, enfin, le marchand Fimos, sur un projet donc avec 2 maisons où on est sur un rendement annuel ici sur ce premier projet de 18,7%. Alors, l'avantage du fonds, c'est que les honoraires de structuration restent acquis au fonds, qui nous fait augmenter légèrement effectivement le TRI par opération. Donc là, on a une première opération de marchand de biens donc à Cannes. On a ensuite une autre opération de marchand de biens en co-living située à Lille. Alors là, si Sondès veut rajouter un mot, parce que je sais que voilà, c'est quelque chose. Tout à fait. Donc en fait, c'est là, on retrouve les thématiques qu'on a évoquées tout à l'heure, notamment de cette tendance d'habitat partagé et de nouvelle génération de colocation qui est le co-living, qui est très apprécié auprès des étudiants et des jeunes actifs notamment, mais pas que. Et donc là, ce projet consiste à rénover une très belle maison de maître à Lille, qui est très bien placée rue Solferino, donc très proche en hypercentre et donc dans un quartier animé, étudiant. Et donc voilà, il s'agit de rénover la maison et de créer 11 unités de co-living ainsi que des parties communes assez généreuses. Et donc tout ça sera exploité par notre partenaire colocataire qui va exploiter l'actif en co-living. Et donc l'objectif, c'est ensuite de revendre après avoir fait les travaux de rénovation. Et après avoir fait donc une première période d'exploitation qui va permettre donc de confirmer le remplissage et le fonctionnement de l'actif en phase d'exploitation et de revendre après ensuite un actif géré, voilà, avec l'exploitant. Donc là, sur cette opération, on a un rendement de 15% par an. Alors ensuite, on a également investi sur un projet donc basé sur Biarritz. Là, pareil, sur une opération de marchand de biens, où nous sommes un coopérateur sur ce projet-là, de 5 logements avec un rendement annuel brut de 18,5%. Je continue, on a également une opération, donc on a également investi sur une opération de marchand de biens en co-living, également Sondès sur Alfortville, avec 13 unités de co-living où nous sommes ici sur un rendement annuel brut de 13,4%. Donc, comme vous pouvez le voir, on est diversifié tant au niveau des opérateurs
que du secteur géographique, puisqu'on a également ici un projet donc, investi avec l'opérateur donc Géode sur une opération de marchand située à Villefranche-sur-Mer, sur une opération donc, de 21 logements avec un rendement annuel brut prévisionnel de 14,5%. Ensuite, on a également investi sur une opération de promotion immobilière, donc avec l'opérateur AB Promotion, situé sur Nancy, sur une opération donc, de 24 logements, avec un rendement annuel brut prévisionnel de 15%. Et enfin, une de nos derniers investissements, on est sur une opération de marchand de biens en co-living, située donc à Paris dans le 19e, avec 21 unités de co-living, avec un rendement annuel de 13,8%. Et le fonds va également est en cours d'investir sur un fonds avec un opérateur, donc un promoteur Adamia, situé sur Lyon. Voilà, là c'est en cours, on est en cours d'investissement. Voilà, donc là, effectivement, on a déjà investi, même si vous voyez la période de commercialisation n'est pas terminée, pour aller effectivement chercher le plus de rendement. Ce qui vraiment coûte au niveau du rendement, c'est l'inertie. D'où l'importance pour nous d'investir et de pouvoir effectivement anticiper et avoir des deals, on va dire, pour pouvoir justement toujours être voilà, dans une phase d'investissement au niveau de notre fonds, que ce soit pour ce fonds ou pour les autres fonds que l'on a au sein du groupe M-Capital. Alors, ce que je peux vous proposer avant de parler des différentes sorties qu'on a eues au niveau de M-Capital, en synthèse, on est donc sur un fonds qui investit sur un portefeuille, donc qui détient un portefeuille diversifié d'opérations de promotion et de marchand, éligible à l'article 150 BTR. On est sur une durée de 6 ans, maximum 7 ans. De toute façon, d'un point de vue de la réglementation, on a une durée minimum de 5 ans, avec un objectif de rendement de 7% par an. Rendement qui sera versé in fine, au terme, sans distribution annuelle, accessible à partir de 100 000 €, avec donc une date limite de commercialisation fixée à fin octobre, au 31 octobre de cette année. Donc, on est sur une période de commercialisation assez courte. Juste pour vous montrer quelques sorties, donc avant effectivement le lancement de notre fonds, de notre FP Seymour Emploi, on proposait donc des opérations éligibles à l'article 150 BTR en direct via des club deals où les clients, les investisseurs pouvaient directement investir sur des opérations en direct. Et donc, c'est des opérations qui ont déjà été remboursées. Donc là, pour exemple, donc c'est on avait financé donc auprès de l'opérateur du promoteur Acantis, donc une opération de promotion immobilière de 43 logements situés à Toulouse. Donc ici, on avait un rendement annuel réel de 7% sur une durée d'investissement de 36 mois. On sort en plus-value totale investisseur sur ce type de projet à plus 21%. Donc là, voilà, ça vous représente en tout cas le type d'opération dans lequel le fonds va investir et pour lequel on a déjà eu la sortie en direct, sauf que là, le client investissait effectivement sur un seul projet, une seule opération. L'avantage du fonds, c'est d'être vraiment et de détenir un portefeuille diversifié entre 15-30 opérations au niveau du fonds. Donc effectivement, comme je vous l'expliquais tout à l'heure, le risque de perte en capital total que l'on peut avoir, risque théorique, mais que l'on peut avoir sur une seule opération, évidemment, sur le fonds, on ne l'a plus puisque l'on est sur, effectivement, il faudrait que les 30 projets et les 30 opérateurs fassent défaut de façon simultanée pour qu'on ait un risque de perte en capital total. Ce qui aujourd'hui est je l'espère, n'est pas possible, mais en tout cas, on aurait, même si une opération 2 se passe mal, un rendement plus faible, mais en tout cas, on n'aurait pas ce risque-là que l'on a effectivement lorsque l'on investit sur un seul projet. Je continue juste pour vous montrer, on a également financé donc, le promoteur Carrère sur un projet donc, de promotion immobilière de 33 logements basé à Montauban, donc près de Toulouse, avec un rendement annuel de 8,5% sur une durée d'investissement de 36 mois. L'investisseur sort avec une plus-value de 24%, avec une éligibilité, un montage éligible à l'article 150 BTR. D'accord ? Donc là, voilà. Donc on a eu aujourd'hui sur tous les deals que l'on a remboursés, ça paraît être un point important, on n'a pas eu à actionner justement la GAPD, la fameuse garantie autonome à première demande, donc à aller chercher le promoteur, à le contraindre donc au paiement des intérêts manquants. La marge a toujours été suffisante. Certaines marges ont pu être dégradées. Pour autant, finalement, il n'y a pas eu d'impact pour nos investisseurs. Rappelez-vous, on a une priorité sur la marge au niveau de nos investisseurs par rapport à la marge. Donc, voilà, ça sécurise vraiment le deal. Donc, aujourd'hui, on n'a pas eu de difficulté au niveau des opérations. Sur les opérations en cours,
même sur toutes les opérations que l'on a en cours, je parle sur le contrôle de Fondes, mais on n'a pas de difficulté à se dire sur les projets en cours. On a effectivement eu à actionner des prorogations suite à l'arrêt des chantiers au niveau du Covid, prorogation rémunérée pour l'investisseur. On a effectivement des marges qui ont été légèrement dégradées, mais l'impact finalement de la marge dégradée, elle est subie, finalement c'est le promoteur qui l'a subie, mais ce ne sont pas les investisseurs, puisqu'effectivement, comme les intérêts à servir à nos investisseurs représentent peu par rapport à la marge, voilà, donc ça paraît être un point important, d'où les premières slides où effectivement on a 0 défaut à ce jour, et par rapport aux deals que l'on a en cours, voilà, les audits techniques réalisés par nos équipes, effectivement les comités de sélection que l'on fait, voilà, on essaie de vraiment sécuriser au maximum les opérations. Voilà, d'autres opérations, donc on a également financé donc, le groupe Carrère sur Nemours dans le 77, pareil sur un montage éligible à l'article 150 0BTR avec un rendement annuel de 8,5%. On est sur une durée d'investissement de 36 mois, donc là l'investisseur sort avec une plus-value de 23%. Et enfin, le groupe Carrère toujours, donc évidemment quand on a démarré en 2017, on a démarré avec des promoteurs de la région toulousaine. Ce sont donc nos premières sorties, mais effectivement, aujourd'hui, on rayonne sur tout le territoire national et je tiens à vous rassurer sur le fait qu'on travaille avec des promoteurs de vraiment toute la région, tout le territoire national, pardon. Et donc ici, on avait un rendement annuel de 7,5% sur une durée d'investissement de 26 mois. On sort en plus-value à plus 16%. Voilà, pour vous montrer donc une liste, on va dire, de nos différentes sorties éligibles à l'article 150 0BTR. Je précise, après on a évidemment eu d'autres sorties, mais qui ne rentraient pas dans le cadre de l'éligibilité de l'article 150 0BTR. J'espère que c'était assez clair. On se tient à votre disposition. Voilà, si vous avez des questions pour pouvoir vous répondre via donc l'espace Q&R, si jamais vous avez des questions, je vous invite à nous envoyer donc un mail pour nous demander si vous souhaitez le support de présentation. Je peux également, suivant, on peut refaire un rendez-vous ensemble, même avec les clients. Sachez que voilà, c'est possible aussi de faire un rendez-vous avec vos clients sur des problématiques donc, de réemploi pour que je puisse effectivement présenter ou venir en soutien, en tout cas pour vous présenter le fonds, qui est une possibilité. Alors, j'ai une question concernant la fiscalité à la sortie. Ce sont des personnes morales, puisque c'est la holding, hein, comme on est dans un cas d'éligibilité. Donc, personne morale qui investit, donc holding du dirigeant qui va investir. Donc, à la sortie, c'est donc de l'IS au niveau donc, de la sortie. On va être sur vraiment un impôt sur les sociétés, puisque c'est une personne morale. Et c'est effectivement uniquement des personnes morales qui peuvent investir sur ce fonds. Si vous avez des personnes physiques, on a un autre fonds, chez M Capital, avec le même sous-jacent sur une durée plus courte. Donc là, c'est vraiment pour répondre à une problématique de report d'imposition. Si vous êtes intéressé pour le même fonds, on a un fonds similaire, mais en tout cas plus court, qui ne répond pas, où on va chercher uniquement du rendement, éligible aux personnes physiques et morales, mais sans cette problématique de report d'imposition au niveau des plus-values de cession. On a un autre fonds et à la limite, je prendrai contact avec vous pour effectivement vous présenter notre fonds qui a le même sous-jacent, sauf qu'on est sur une durée de 4 ans et non sur une durée de 6 ans. Quelle est la date limite d'investissement pour ce fonds? Je vois une autre question. Alors, la date limite d'investissement, je pense que vous voulez dire, donc la fin de commercialisation, fin octobre. Je suppose que la question est de savoir en combien de temps on va pouvoir investir la totalité des sommes reçues. Alors, ça va dépendre du dernier mois de collecte. Si on fait, mais a priori, on s'était fixé un maximum de 12 mois justement d'investissement. Donc, sachant qu'on a fait, à ce jour, on a quand même investi dans pas mal d'opérations. Je ne sais pas si vous avez d'autres questions. A priori, pas de questions. En tout cas, on tenait à vous remercier pour votre présence, pour votre participation.
Et je vous invite véritablement voilà, à nous envoyer un mail ou à prendre contact si vous avez d'autres questions. Je me permettrai, moi, de vous… Voilà, je peux aussi vous présenter nos autres fonds. On n'a pas de thématique précise, en tout cas de problématique précise. On a vraiment créé ce fonds pour répondre à cette problématique donc d'éligibilité à l'article 150.0 BTR. On propose également des fonds où on est sur du rendement pur avec des durées plus courtes. Et on a également la possibilité, je finis par ça, de vous proposer donc des club deals en direct via notre plateforme Builder, comme vous l'avez vu en début de présentation. On peut également, si vous vous intéressez, on peut également en parler. Mais voilà, l'objet de la réunion aujourd'hui, du webinaire, c'était vraiment de faire un focus sur notre fonds de réemploi éligible à l'article 150.0 BTR. Je vois qu'il n'y a pas d'autres questions. Écoutez, je vous remercie. Il y a deux questions qui sont arrivées, Anne-Lise. Peut-on investir dans plusieurs FCPR la même année? Oui. Alors, là, on ne parle plus du fonds de réemploi. Donc, effectivement, oui, vous pouvez investir dans plusieurs FCPR. Le FCPR Select Promotion 3, donc c'est notre second fonds. Alors, je le précise parce que peut-être que c'est… Effectivement, on a un FCPR Select Promotion qui a exactement le même sous-jacent que le FPCI Imo Emploi, éligible aux personnes physiques, aux personnes morales. On va chercher du rendement, mais on n'a pas la fiscalité du FCPR. C'est peut-être la question sous-jacente à votre question. La fiscalité du FCPR ne s'applique pas du fait du sous-jacent immobilier. Donc, pour les personnes physiques sur ce fonds-là, sur notre autre fonds, le FCPR Select Promotion, on est à la flat tax sans aucune fiscalité au niveau du FCPR. Donc, vous pouvez investir sur plusieurs FCPR. En tout cas, chez nous, nous avons un FCPR Select Promotion 3 et notre FPCI. Alors ensuite, j'ai une autre question. La prorogation de 1 an ou de la des 6 ans est-elle prévue dès le début ou selon le contexte? Alors, la prorogation de 1 an, elle est envisagée dès le début. Et donc, on se laisse l'opportunité, on verra au terme du fonds, à savoir justement comment ça va se passer. Finalement, on se dit on part sur 6 ans avec une prorogation éventuelle de 7 ans. C'est-à-dire qu'au terme des 6 ans, on va être sur notre 3e cycle avec donc des opérations qui vont se terminer, qui vont être remboursées. Donc, on va dire que durant la 6e année, on va commencer à rembourser les investisseurs au fil de l'eau en fonction des remboursements faits sur chacune des opérations. Donc, on se laisse effectivement cette dernière année pour les dernières opérations, mais en tout cas, on n'ira pas au-delà. Et ça va être vraiment sur le dernier cycle, mais je parle sur le contrôle de souplesse, que l'on va effectivement s'assurer d'être dans le bon timing et ne pas effectivement investir sur des opérations qui pourraient dépasser le cycle des 7 ans maximum. Voilà, j'espère qu'on a répondu à toutes vos questions. N'hésitez pas si vous avez… Alors, il y a une question, seriez-vous à Patrimonia? Oui, nous sommes à Patrimonia les 2 jours. Nous avons un stand de mémoire, on est sur le stand J47. Et donc, on vous attend effectivement avec grand plaisir. On sera sur le stand sur les 2 jours. Donc voilà, donc on vous attend effectivement avec plaisir. On sera à Patrimonia. Très bien, mais écoutez, a priori, il n'y a pas d'autres questions. Merci à vous en tout cas. Et on se tient à votre disposition. Voilà, n'hésitez pas à nous envoyer un mail ou à rentrer en contact avec nous si vous avez besoin de plus d'informations. Merci à vous. Très bonne journée. Au revoir. Merci, bonne journée. Au revoir.